Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2. Voici les titres de ce mercredi. Le 14 février se rapproche et trouver une idée cadeau pour la Saint-Valentin devient de plus en plus urgent. Quels sont donc les articles prisés pour la fête des amoureux? Réponse à cette question dans quelques instants. À l'international, la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade dans l'est de la RDC. Des combats font plusieurs victimes civiles selon l'armée congolaise. Merci pour votre fidélité. Nous sommes dans la semaine de célébration de l'amour. La Saint-Valentin sera célébrée ce vendredi. Cette fête est l'occasion pour offrir des présents à son partenaire pour lui témoigner ses sentiments. Des articles comme les peluches, les tableaux, les roses et les parfums restent les plus prisés. Voici donc le constat de notre reporter Georgette Ido Fofana. La Saint-Valentin, c'est dans quelques jours. Dans la commune d'Adjamé, grandes surfaces, magasins et boutiques ne désemplissent pas. Darling, just dive right in. Follow my lead. Dans cette parfumerie, de nouvelles senteurs sont proposées aux clients. Boris en a acheté pour prouver son amour à sa petite amie. Je suis ici par rapport à la fête de Saint-Valentin, histoire de trouver un beau cadeau pour ma chérie, celle qui partage ma vie en tout cas. Quand j'ai offert un parfum à sa petite amie, c'est comme si tu mettais fin à ta relation. Donc moi, je voulais tester pour voir si réellement c'est un mythe, raison pour laquelle j'ai choisi. Ouais, ça sent bon, quel que soit le prix, il n'y a pas de souci. On ne compte pas quand on veut faire plaisir à sa dulcinée. Plusieurs articles sont prisés pendant la célébration du 14 février. Parfums, peluches, tableaux et roses viennent en tête. Pour la Saint-Valentin, le numéro 1 cadeau, c'est les parfums. C'est chaque année, toujours c'est les parfums, numéro 1. Oui, on a fait beaucoup de publicité pour les parfums ici. Il y a beaucoup de parfums spécialisés pour la fête même. Tout ce qui est à propos de la romance et tout ça. C'est des odeurs douces qui restent, qui ne quittent pas. Et c'est un joli cadeau pour offrir à Valentin. C'est pour captiver ton amour. C'est pour expresser ton amour, pour dire que je t'aime. Dans cet autre magasin, les peluches sont mises en avant. Il y en a de toutes les tailles. En fait, je suis venu acheter un cadeau de Saint-Valentin pour ma copine. J'ai acheté une news pour lui montrer mon amour. Bon, le jour de Saint-Valentin, on aura une petite dîner ensemble. À deux, chic. Pour le responsable du magasin, les ours en peluche sont beaucoup appréciés. C'est les peluches que les gens payent plus beaucoup. Depuis le 1er février, on a envoyé tous les peluches parce qu'on sait que ça sort bien dans les moments de Valentin. Pour la fête de l'amour, plusieurs articles sont sollicités au grand bonheur des commerçants. C'est les peluches qui sortent beaucoup. Les tableaux sortent. Les bouquets de fleurs, ça sort un peu. Il y a pour 1000 francs, il y a pour 500, il y a tous les prix. Célébrer chaque 14 février la Saint-Valentin, c'est un moment de joie, de retrouvailles entre amoureux. Une occasion également pour prouver son amour à son partenaire. Les couples profitent de la Saint-Valentin pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges, emblème de la passion. Et puis, il fait chaud à Abidjan ces derniers jours avec une température au-delà de 36 degrés Celsius. Pendant cette période de forte chaleur, l'eau glacée et les boissons sucrées deviennent les meilleurs alliés des populations. Dans les rues d'Abidjan, notamment à Djamé, les vendeuses circulent avec des bassines pleines de sachets d'eau et de soda pour le bonheur des clients. Compte rendu, Ansita Diarra, Cécilia Bassolé et Sidiki Ouattara. La consommation d'eau et de boissons rafraîchissantes augmente en période de chaleur. Cet après-midi, les vendeuses d'eau glacée et de boissons sucrées arpentent les rues d'Abidjan. Avec la montée de la température qui va au-delà des 36 degrés Celsius ces derniers jours, dans les villes du nord et du centre, la demande d'eau fraîche explose. Dans la commune d'Adjamé, ce liquide précieux est très prisé des usagers à cet arrêt de bus. Je paye beaucoup de lait. Souvent même ça dépasse 3000 même. Je paye le matin, je paye le soir, même tous les stages, je viens de payer. Souvent il y a les gens qui passent, ils n'ont pas la moyen. Quand il y a l'eau comme ça, ils prennent, ils boivent. Souvent les clients quittent ailleurs, ils sont fatigués, tu leur donnes l'eau comme ça, ils ont soif, ils sont contents. On paye, on dépose dehors comme ça, 2000 francs. Bon, s'il ne fait pas chaud, 1000 francs c'est bon. D'autres aussi ils passent, ils ont problème de monnaie pour payer l'eau. Souvent ils appellent les gens de l'eau, là ils n'ont pas monnaie. Donc quand ils trouvent pour nous, là, ils prennent, ça les arrange. Bidon, là, ils peuvent vendre 4 paquets par jour. Sachet, ils peuvent vendre 3 paquets. Ça dépend des marchés souvent. C'est bien glacé, en tout cas, les gens vivent. Si l'eau reste le produit le plus vendu, les boissons sucrées ont aussi leur clientèle. Certains consommateurs privilégient l'hydratation, quand d'autres optent pour le goût et la fraîcheur du soda. À la maison, on ne peut pas trop remarquer.
C'est lorsqu'on sort qu'on sent que vraiment on consomme beaucoup l'eau. Parce qu'il fait chaud. Je prends plus d'eau que de nourriture en fait. Tout à l'heure j'avais faim, j'ai préféré prendre une sucrerie. Une chose est sûre, la chaleur booste les ventes et fait le bonheur des vendeurs d'eau et de boissons rafraîchissantes. Intéressons-nous à présent à ce cas social. Âgé de 76 ans, Abou Bamba a une plaie qui le ronge au pied. Elle a fini par le fragiliser. Sans moyens, ce septuagénaire vit seul dans une baraque dans la commune d'Abobo. Une pièce exiguë dont le décor laisse à désirer. Veuf et père de 3 enfants, il a besoin de soutien pour sortir de cette précarité. Le reportage est signé Nousangaré. Attention, image choquante, âme sensible, s'abstenir. Plateau d'eau cuit, commune d'Abobo. C'est dans cette petite baraque que Abou, âgé de 76 ans, a trouvé refuge après la démolition de la cour où il vivait. Où j'étais là-bas, c'était une maison en dur un peu. Voilà, mais ils ont cassé là-bas. Je vivais avec des enfants. Mais depuis, ils ont cassé là-bas. Là. Je sais que c'est un peu difficile, quoi. Quand j'ai 3 enfants, bon, ils sont chez les parents là-bas. Je suis parti les garder là. Moi aussi, je ne peux pas aller là-bas. On ne peut pas aller les charger. Il faut que si je gagne moyen, là, même si j'ai gagné une maison baraque, c'est bien grand, là je serai content. Dans cette pièce exiguë, pas d'eau potable ni électricité. C'est sur ce matelas usé posé à même le sol qu'il passe ses nuits. Une pièce qu'il partage avec les souris, les insectes et autres asticots. Cette construction précaire en bois, Abou la loue à 5 000 francs le mois. Une somme dérisoire dont il arrive difficilement à s'acquitter. Mais ce septuagénaire n'a d'autre choix que de rester dans ce deux coins insalubre, loin de ses enfants, les moyens financiers faisant défaut. Comme si cette souffrance ne suffit pas, Abou doit encore supporter cette plaie béante au pied qui le ronge au quotidien. Ces nuits ne sont que pleurs et douleurs. Souvent quand ça me fait mal, bon, le moment que je suis en train de dormir, bon, une fois que si ça me fait mal, je rêve, donc je déboule en même temps. Avec douleur, là, vraiment. Je suis parti au Faux-Poigny. Bon, c'est qu'on m'a donné, ils ont dit que des pays comprimés et puis les choses. En tout cas, j'ai fait ça. Il faut que je paye encore d'autres médicaments encore pour que vraiment ça n'a qu'à finir, quoi. Bien que fragilisé par la maladie et le poids de l'âge, le vieil homme refuse de s'apitoyer sur son sort. Abou sillonne les rues et ruelles de la commune d'Abobo avec sa charrette pour assurer sa pitance quotidienne avec la vente des patates douces et d'arachides. Je peux venir à 8h, bon, souvent 7h30, et puis je peux rentrer à 21h ou bien 20h30. Je prends ça là-bas, et puis je viens vendre. Patates, et puis arachides là. À la gare d'Abobo là. Bon, souvent quand tu n'as pas, si tu n'as pas l'argent là, le prix que toi tu vas prendre là, c'est pas même chose comme ceux qui vont payer cash. Donc tu es obligé, bon, si tu n'as rien, tu es obligé pour prendre avec qui est en crédit. Et puis tu viens vendre un peu, même si tu as eu un peu, et puis tu s'en vas donner leur l'argent. Bon, souvent tu peux prendre un sac comme ça là. Souvent tu peux gagner 1000 francs. Souvent si c'est bon, tu vois la 1500. C'est le mot de pied là même qui m'a trop fatigué. Donc quand c'est comme ça là, l'argent aussi je prends ça pour aller me soigner. Bon, tu peux pas dire à les parents chaque fois qu'il faut donner l'argent. Et aussi vraiment, bon, ils vont te dire que vraiment que tu es sévère, bon, tu m'empêches chaque fois. Dans le quartier, Abou force le respect par son courage. Il est apprécié de tous. Ça aurait été quelqu'un, avec tout ce qu'on sait de lui, parce que c'est un papa qui est là, on le voit seul, il aurait pu prendre ça pour faire de la mendicité, mais il n'en fait pas. Il a un caractère, il est digne au fait. J'ai toujours pris des légumes, des fruits, tout ce qu'il vend. Patates, il vend tout ce qui vient en période, même quand ça manque. En réalité, moi j'achète toujours pour lui faire du bien. Parce que si j'avais les moyens, j'allais l'empêcher de le faire. Quand on voit ce monsieur, on n'a pas le droit de se coucher et puis attendre quelque chose de qui que ce serait. Mais jusqu'à quand continuera-t-il de mener cette activité? Surtout que chaque pas est une épreuve du fait de la plaie qui le ronge au pied. D'où son appel pour sortir de cette précarité. Bon, tout ce que je souhaite aujourd'hui, je veux qu'il n'a qu'à m'aider. Il a besoin de l'argent pour me soigner et puis j'ai besoin de l'argent aussi pour faire commerce. Ce veuf et père de 3 enfants est un modèle de résilience qui mérite d'être soutenu. Son vœu le plus cher, avoir une vie décente et plus épanouie. Un mot
De religion dans ce journal, Oustaz Samarali Ouattara, guide d'une cellule Rokia, ses membres et sympathisants ont organisé une activité de prière pour la paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région le week-end dernier en présence de nombreux fidèles. Cette initiative est une contribution spirituelle au bien-être social des populations et à l'édifice d'une cohésion harmonieuse. Ansita Diarra. Sauver les âmes égarées et prier pour une stabilité prospère, c'est l'objectif visé par Samarali Ouattara, guide d'une cellule Rokia et ses membres qui entendent apporter leurs contributions spirituelles au bien-être social des populations et à l'édifice d'une cohésion harmonieuse. On a décidé de se mettre ensemble, prier tout l'ensemble avec nos cœurs vers le Coran, comme vous le savez, pour pouvoir nous enlever cette mauvaise idée, mauvais esprit, pour nous donner la paix dans nos différents pays, précisément dans notre pays, Côte d'Ivoire surtout. Mon appel vraiment, c'est l'apaisement. Allah nous a dit, on n'a qu'à se patienter. La patience surtout, la patience, c'est ça. Les efforts, tu peux ne pas être content de l'autre, mais il faut apprendre la patience. La patience, on va se comprendre, Inch'Allah. Une initiative saluée par les membres et sympathisants. C'est avec la paix qu'on a les idées posées et on peut réaliser, on peut penser au futur. Quand il y a, c'est comme quand le feu vous brûle, vous pensez à l'instant T à la guerre. Mais quand il y a la paix, vous avez le temps de réfléchir, de réaliser ce qui est réalisable. Donc la paix est primordiale dans le foyer, dans le pays, dans l'école, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes dans un climat où vraiment on demande à tout le monde de prôner la réconciliation. Je pense qu'une telle initiative est salutaire parce que ça prône les valeurs que le pays a toujours réclamées. La réconciliation, la fraternité, la solidarité entre les Ivoiriens et la paix, surtout la paix. Cette activité a été initiée depuis le 28 décembre 2024. En plus de la Côte d'Ivoire, les membres de la cellule Rokia ont prié pour la stabilité dans les pays de la sous-région. À l'international, une seule information, les combats se poursuivent à l'est de la RDC ce mercredi pour le contrôle de Calais Centre et d'Iouzi après la reprise des violences il y a 2 jours. Ces 2 agglomérations sont situées à une 60aine de kilomètres de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Les tirs ont été particulièrement violents ce matin dans cette zone disputée par la FCM 23 et les forces armées congolaises. Ces combats ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. Recevons à présent M. Villard Trevor, expert en politique d'intelligence artificielle. Et avec lui, nous allons parler des avantages et inconvénients de l'IA, un élément clé dans la transformation numérique qui touche à de nombreux secteurs d'activité. M. Villard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Suivons ensemble cet élément relatif à l'IA et on revient juste après pour les échanges. Merci. Avec le besoin croissant de couvrir les zones difficiles d'accès en personnel de santé, les professionnels de la santé et les professionnels de la technologie mutualisent leurs forces pour apporter des solutions innovantes à travers l'intelligence artificielle. Villard Trevor est le responsable d'une structure internationale évoluant dans la recherche et l'innovation. À ce forum, il propose des solutions dans la santé numérique. Pour les exposants, ce forum est une aubaine pour présenter le fruit de leurs recherches. Aujourd'hui, on est venu présenter notre solution, nos logiciels, et puis vraiment pouvoir améliorer la vie des médecins, améliorer l'expérience des hôpitaux et vraiment développer au niveau de la Côte d'Ivoire cet aspect intelligence artificielle et numérique au service de la santé. Tout comme les exposants, les professionnels de la santé sont présents pour découvrir les solutions innovantes. Vous aider à prendre des décisions pour pouvoir mieux gérer nos malades. Donc l'intelligence artificielle, je pense que c'est la bienvenue, mais seulement qu'il faut que les aspects éthiques soient pris en compte. Une problématique qui a poussé les initiateurs du forum InTech Santé à réunir autour d'une même table les différents acteurs. L'intelligence artificielle facilite la vie et a besoin pour ce faire de personnel qualifié à même de répondre aux exigences de la technologie. Raison pour laquelle l'État multiplie les investissements dans la formation avec des établissements spécialisés et des infrastructures capables de soutenir ce développement. Alors, M. Villard, on vient de voir l'élément à l'instant. C'est quoi l'intelligence artificielle ou IA? Ben voilà, l'intelligence artificielle comme l'élément à articuler un pan de la chose, c'est le pouvoir
les connaissances dont nous avons doté une partie de l'ordinateur à imiter l'intelligence humaine qui est capable de traiter des informations, une grande quantité d'informations, d'analyser et de pouvoir donner satisfaction. Alors, en quoi l'intelligence artificielle représente à la fois une opportunité et un défi pour notre société? Voyez-vous, tout à l'heure, quand on passait l'élément sur la santé numérique, aujourd'hui, il y a possibilité de pouvoir prendre soin de personnes qui sont dans des déserts médicaux, là où les spécialités ne sont pas encore arrivées. Parce que les cardiologues sont, par exemple, peu dans le système de santé de notre pays et dans d'autres pays ailleurs. Et on peut donc mettre ces derniers à contribution dans des déserts médicaux tout en restant à Abidjan et s'occuper de ces populations dont la politique de la santé publique est la couverture santé universelle. Alors, dans l'élément, on a entendu parler de biais algorithmiques. Est-ce que vous pouvez nous développer ce point? Oui, le biais algorithmique, c'est qu'on élève, on entraîne les systèmes d'IA avec des langages, avec des conceptions. Et donc, comme on peut le dire dans le langage courant, si vous élevez votre enfant avec de bonnes valeurs, ben, face aux étrangers, il va traduire ces bonnes valeurs. Si vous l'élevez avec le contraire, ben, c'est ce qui va se passer. Donc, on élève les algorithmes avec, on entraîne les algorithmes avec des langages. Et le biais, c'est que votre perception, d'ailleurs, peut ne pas être la même chose que l'autre, lui, de l'autre côté, perçoit. Et ça peut créer des frustrations. Et pour éviter ça, on demande parfois de pouvoir travailler dans le sens à mettre en place des filtres d'algorithmes pour pouvoir avoir un contrôle qui puisse prendre en charge la culture du pays, qui puisse prendre en charge les sensibilités du pays de destination. Quel rôle le gouvernement et les organismes de réglementation doivent-ils jouer pour encadrer l'utilisation de l'IA? Oui, parce que les défis sont majeurs. Vous savez, comme j'ai parlé tout à l'heure des biais cognitifs, il y a également la réglementation. Si on laisse l'IA ou les concepteurs d'IA en liberté, ben, le danger, c'est qu'on puisse ne pas les contrôler demain. Et donc, les gouvernants doivent faire en sorte qu'il y ait des filtres, il y ait la réglementation, la protection des données, qui est un défi, l'éthique, qui est un autre défi à relever, et également les biais cognitifs qui sont à corriger. C'est très important pour que le gouvernement ait un contrôle sur ce secteur d'activité qui va à la vitesse de la lumière. Nous avons parlé à l'instant des opportunités de l'IA. Qu'en est-il des inconvénients, surtout que l'IA risque de faire disparaître un certain métier? On a parlé avant le journal, bien sûr, lors de notre entretien avant le journal en Chine, par exemple, des voitures qui se déplacent sans chauffeur. Aujourd'hui, l'IA risque de faire disparaître ces métiers de chauffeur, par exemple, dans ces pays? Oui, certains métiers peuvent et vont disparaître, mais il va générer encore plus d'autres métiers. Donc c'est aussi un test à la capacité humaine à transformer ses connaissances habituelles et à faire des réadaptations, des reconversions. C'est très important. L'IA qui automatise les tâches, donc augmente la capacité de productivité. Et cela devient aujourd'hui un défi majeur pour les populations, pour les gens qui travaillent, de faire en sorte que leur productivité soit accrue grâce à l'aide de l'intelligence artificielle qui leur permet de décupler leurs capacités. Une intelligence artificielle qui n'est pas aussi parfaite. Absolument. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, comme la vie de la nation, la vie d'un peuple, il y a des gens qui se comportent bien et d'autres qui se comportent mal. Et donc, le gouvernant, tel que nos sociétés sont gérées, met des filtres en place, met des régulations en place pour faire en sorte que celui qui est le contrevenant soit poursuivi par la justice et que les sanctions qui sont prises fassent en sorte que ces personnes-là ne recommencent plus et donnent l'alerte aux autres de mieux se comporter. Un message pour terminer notre entretien. Nous avons une grosse opportunité avec l'intelligence artificielle. Nous voyons notre pays qui se développe et l'intelligence artificielle va compléter le domaine d'activité pour faire en sorte que
l'automatisation des tâches fasse en sorte que les entreprises deviennent plus productives, que d'autres emplois se créent et que chaque jeune puisse s'exprimer à travers les nouvelles technologies et permettre aux nations d'avancer et de rejoindre les nations avancées. C'est ça l'important. D'accord. Merci beaucoup, M. Villard-Trevor. Je rappelle que vous êtes expert en politique d'intelligence artificielle. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.